Ravi d'être là, je vous laisse contempler. Puisqu'il s'agit de parler des anticoagulants et des antiagrégants en 2014, je n'ai pas passé en revue tout ce qui existait parce que c'est une littérature extrêmement abondante et j'ai choisi 4-5 points qui sont dignes d'intérêt. Et le premier, il n'est pas strictement thérapeutique, il est en amont. Les frontières sont en train de bouger. On a appris le syndrome coronaire, ça date de 2002, avec ou sans sus-décalage du segment ST. Or, aujourd'hui, les choses sont en train de se compliquer un petit peu et cette frontière est en train de disparaître pour laisser la place à probablement, prochainement, une autre définition. Pourquoi ça? Eh bien, parce que si on prend une patiente comme celle-ci qui a... J'adore cette photo. J'adore cette photo, c'est magnifique. À cet âge-là, nous, on ne sera plus là. Vous serez toutes seules, mesdames. Si on prend cette patiente qui a une douleur thoracique et un électrocardiogramme comme celui-ci, stricto sensu, il est classé comme syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, puisque vous voyez qu'il y a du sous-décalage, et il y a du sous-décalage relativement diffus. Or, clairement maintenant dans les recommandations, on a la définition de ce que vous venez de voir, un sous-décalage du segment ST dans le territoire antérieur, sauf que c'est une définition qui se trouve dans les recommandations sur la prise en charge du patient avec un sus-décalage du segment ST. Vous voyez déjà là une ambiguïté, et quand on va vouloir traiter les patients, il va falloir prendre ça en considération. Aujourd'hui, il y a des patients avec un sous-décalage du segment ST qui doivent être traités comme les patients avec un sus-décalage du segment ST. Il y a plusieurs formes, je ne vais pas m'appesantir, mais il faut clairement savoir que les frontières sont en train de bouger et que, à l'évidence, les conséquences thérapeutiques sont majeures. Alors pourquoi c'est un infarctus, ça? C'est un infarctus parce que si, par exemple, on faisait 80 dérivations, ce qu'à l'évidence on ne fait pas en routine, on mettrait en évidence dans des régions qu'on n'explore pas en temps normal. Dans le cas présent, c'était ici, vous voyez les dérivations usuelles, 69, 72, 73, et avec un codage couleur, on mettrait en évidence un sus-décalage très postérieur, très bas situé, alors que le sous-décalage qu'on voyait, lui, qui est ici codé en bleu, était extrêmement diffus. Quand on regarde d'une autre façon, ici c'est l'analyse des patients qui ont été inclus dans l'étude Triton 38. J'en reparlerai, c'est l'étude qui a comparé et qui a validé le prasugrel en comparaison au clopidogrel. Dans cette étude étaient inclus des patients avec et sans sus-décalage du segment ST. Et ils ont repris 1200 patients qui avaient comme seul signe électrocardiographique le sous-décalage du segment ST dans le territoire antérieur. Et ils ont regardé ceux qui étaient en train de faire un infarctus en prenant une autre définition que l'électrocardiogramme, soit l'élévation de troponine, soit l'occlusion de l'artère coronaire, qui est quand même à l'évidence la définition de l'infarctus du myocarde. Eh bien, ils ont montré que 20% de ces patients qui avaient le sous-décalage du segment ST étaient en fait en train de faire un infarctus du myocarde. Ils n'ont pas été traités comme un infarctus du myocarde, vous voyez, médiane d'angioplastie 29 heures, aucun d'angioplastie dans les 6 heures, ils ne sont pas considérés comme infarctus du myocarde. Le corollaire de tout ça, c'est que c'est le sous-groupe qui a la mortalité la plus élevée. Donc ces patients avec un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, pour certains, sont en train de faire un infarctus du myocarde, et en tout cas pour une partie d'entre eux, sont justifiables d'une stratégie thérapeutique plus agressive que ce qu'on a l'habitude de faire chez les patients avec un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Ceci s'explique, et la boucle est bouclée, par cette publication qui a quelques années maintenant dans le New England, qui montre que ces anomalies électrocardiographiques sont liées à des occlusions coronaires. De façon très claire, c'est des infarctus du myocarde. Et ça, c'est important parce que l'épidémiologie du syndrome coronaire est en train de changer. Regardez la tendance sur le registre national des syndromes coronaires depuis 1995. Clairement, il y a une diminution des ST+, une augmentation des pas ST+, et il n'y a pas besoin d'être un grand théoricien pour imaginer qu'en 2015, les courbes vont se rattraper, voire déjà se croiser. Que le patient ait ou pas un sus-décalage du segment ST, la cible, et la cible de toutes les thérapeutiques, en particulier anticoagulantes et antiagrégantes, mais c'est aussi la cible de la thrombolyse par exemple, c'est le thrombus. On va s'acharner à se débarrasser du thrombus et on va l'attaquer par toutes les voies pharmacologiques possibles. Et il y a une pléthore de molécules qui peuvent être utilisées et c'est quelque chose qui rend difficile aujourd'hui la prise en charge de ces patients parce qu'il y a pléthore de classes pharmaceutiques, pléthore de molécules, voire même pléthore de protocoles, de doses à l'intérieur de chacune de ces classes de molécules.
Je vais donc commencer par l'inhibition de l'agrégation plaquettaire, d'abord par les antiagrégants plaquettaires. Alors la stratégie historique depuis l'étude Clarity, c'est aspirine plus clopidogrel, on fait mieux, on a même réduit la mortalité, c'est l'étude Commit qui a une dizaine d'années, en associant le clopidogrel à l'aspirine. Et on était en train de s'interroger sur le remplacement du clopidogrel par les nouveaux inhibiteurs du récepteur P2Y12 que sont le prasugrel ou le ticagrelor, plus récemment validés par deux grandes études qui incontestablement ont battu le clopidogrel. Sauf que cette perspective, elle a été récemment ébranlée par deux études. La première, c'est une méta-analyse dans laquelle ont été repris les patients qui étaient pré-traités, qui recevaient le traitement avant le service de cardiologie. L'hypothèse, c'est que c'est bénéfique pour le patient d'être traité plus tôt, évidemment, puisque l'inhibition de l'agrégation plaquettaire va être à son maximum au moment de la coronarographie. Par contre, le risque qu'on prend, c'est qu'on va peut-être traiter des patients qui n'auront pas d'indication à avoir une angioplastie, voire même pour certains qui n'auront pas à terme d'indication à avoir une coronarographie, et donc eux vont avoir le risque du traitement antiagrégant sans en avoir le bénéfice, et s'ils devaient avoir un pontage, ils auront tous les inconvénients d'avoir une inhibition de l'agrégation plaquettaire au moment de la période périopératoire sans avoir de bénéfice puisqu'ils n'ont pas eu d'angioplastie. Dans ce cadre-là, ils ont repris toutes les études sur le sujet et je vais vous en dresser les principales conclusions. On ne montre pas, quand on poule toutes ces études, de réduction significative de mortalité. Que ce soit ici dans les études randomisées, ici dans l'analyse secondaire d'études randomisées ou ici dans les études observationnelles. Par contre, on montre une réduction significative des événements coronariens majeurs. Donc on réduit les événements coronariens sans réduire la mortalité. On pourra discuter des causes. L'une d'entre elles est peut-être qu'on arrive aujourd'hui à une mortalité tellement basse que la puissance de ces études n'est pas suffisante pour atteindre la réduction de mortalité. Est-ce que ça a un coût? Eh bien, sur cette méta-analyse, ça n'en a pas. Il n'y a aucune augmentation significative des complications hémorragiques dans cette population. Donc, globalement, cette utilisation d'un pré-traitement a réduit les événements cardiovasculaires sans complications hémorragiques. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse qui en a été faite ensuite en fonction du type de syndrome coronaire. Que ce patient ait un ST+, ou n'ait pas de ST+. Et à l'évidence, la balance bénéfice-risque ne peut pas être la même chez le patient qui a le sus-décalage du segment ST et celui qui ne l'a pas. Les risques sont les mêmes. Par contre, le bénéfice, forcément, n'est pas le même. Et c'est ce qui apparaît ici. Vous voyez, on est significatif pour la réduction de mortalité quand on prend seulement le ST+, on ne l'est pas pour le ST-. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas d'impact sur les hémorragies. Et par contre, dans les deux cas, on est significatif sur les événements cardiovasculaires. Donc si on essaye de faire une conclusion de tout ça, le pré-traitement, oui, constamment et toujours à la mode pour le ST+, parce qu'il réduit la mortalité, parce qu'il a réduit les événements cardiovasculaires. C'est moins vrai chez les patients avec un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, où on a une réduction des événements sans réduction de la mortalité, peut-être par un défaut de puissance dans cette balance bénéfice-risque moins avérée, mais ce qui est important, c'est que tout ça, ça se fait sans augmentation du prix hémorragique. Cela dit, ça a remis en cause nos pratiques parce que, dans le même temps, est publiée l'étude ACOST. Dans l'étude ACOST, elle teste spécifiquement le pré-traitement des patients avec un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Ils sont traités avant le service de cardiologie versus pas de pré-traitement. Et vous voyez que les deux courbes sont absolument confondues et que dans cette population de patients sans sus-décalage du segment ST, il n'y a pas de bénéfice. Alors, le reproche que l'on pourrait faire à cette étude, c'est d'avoir pris tous les patients avec un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, et de plutôt avoir des patients, j'allais dire, pas super graves. Alors, on a, c'est en cours de publication, les résultats que je vous montre là sont ceux d'une étude multicentrique dans laquelle on a, nous, sélectionné les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST pour prendre des patients hyper graves. Donc, élévation de troponine, troubles du rythme, enfin les critères classiques de la Société européenne de cardiologie. Et on leur a proposé le traitement conventionnel, que vous avez vu, ou un traitement beaucoup plus agressif dans lequel, en préhospitalier, ils ont reçu un anti-GP2B3A et une choro hyper précoce dans les 6 heures, ce qui est hyper précoce pour un patient qui n'est pas en train de faire un infarctus du myocarde. Et dans cette étude,
La stratégie invasive sur le critère de jugement composite est supérieure au traitement conservateur. Pourquoi? Simplement parce que le traitement conservateur échoue dans près d'un quart des cas, parce qu'on a recours nécessairement chez ces patients à la réalisation de la coronarographie dans un délai bref, parce qu'en fait, ils sont en train de faire un infarctus du myocarde, et on rejoint ce que je vous disais précédemment. Donc, vous voyez que les recommandations qui séparent les patients, ceux qui doivent avoir la coro en urgence, les suivants dans les 24 heures, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, et il y a peut-être une marge entre les deux pour certains patients qui doivent avoir une coro. S'ils sont en train de faire un infarctus, 24 heures c'est trop tard, peut-être que 2 heures c'est pas absolument indispensable, mais il va y avoir encore des choses à faire pour identifier précisément les patients qui doivent le plus rapidement possible avoir un traitement de reperfusion coronaire. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer ça aujourd'hui sur l'antiagrégation plaquettaire, quand même que vous repartiez avec un certain nombre d'idées claires. L'aspirine, oui, pour tout le monde. Le deuxième antiagrégant plaquettaire, oui, il est formellement indiqué. La question est de savoir lequel on va faire. On sait qu'on fera le clopidogrel que si on ne peut pas faire les deux autres, et vous voyez que la littérature, pour l'instant, renvoie dos à dos le prasugrel et le ticagrelor. Vous avez la possibilité de choisir. Dans le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, pareil, l'aspirine, et puis après, c'est un tout petit peu plus compliqué pour le prasugrel dans cette recommandation, mais ça rejoint les résultats de l'étude ACOS que je viens de vous présenter. Ce n'est utilisé qu'une fois qu'on connaît l'anatomie coronaire. Donc finalement, ces recommandations collent assez bien avec des résultats d'études qui ont été publiées après l'édition des recommandations. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que là, je me suis cantonné à l'aspirine, au clopidogrel, même si on le met un peu de côté, au prasu et au tica, mais ça se complique parce que le cangrelor renaît de ses cendres et il pourrait avoir une place. C'est un antiagrégant plaquettaire injectable qui a un effet on-off. Vous l'arrêtez, il n'y a plus d'inhibition d'agrégation plaquettaire. C'est vrai que ça pourrait être intéressant chez certains patients. Probablement, il y aura des limites de coût. Pour l'instant, il n'est pas disponible en France. On attend aussi les résultats de l'étude Atlantique qui testent vraiment l'intérêt du pré-traitement avec un vrai crossover. Soit le patient a le ticagrelor en dehors de l'hôpital, soit il a un placebo. Et elle arrive à l'hôpital, s'il a vu le tica, il a le placebo, s'il a vu le placebo, il a le tica. Et à la lumière de ces résultats, il faudra rediscuter de l'ensemble des stratégies d'inhibition de l'agrégation plaquettaire. Pour ce qui est des anticoagulants, si vous n'avez jamais vu ces photos, c'est comme ça qu'on fabrique l'enoxaparine. C'est extrait des boyaux de porc en Chine. Ah oui, c'est un labo hyper clean, on voit bien. Première chose, l'héparine non fractionnée n'a jamais battu le placebo. Et donc on fait de l'héparine un traitement de référence à laquelle on va se comparer, mais sachez que, comme dans plein d'indications d'ailleurs, c'est un peu la même chose finalement pour l'embolie pulmonaire, l'héparine n'a jamais été battre le placebo. L'enoxaparine, sans que je rentre dans les détails, a globalement, à peu de choses près, gagné à peu près dans toutes les catégories par rapport à l'héparine non fractionnée, ce qui était peut-être une victoire par rapport à un placebo, avec la fibrinolyse et les études Ascent, avec l'angioplastie, dans le ST+, dans le ST-. Donc globalement, dans notre pratique, on est à peu près tous passés à l'utilisation de l'enoxaparine. Sauf que, quand on regarde les recommandations, c'est pas exactement comme ça. Dans le pas ST+, le plus haut niveau de recommandation, c'est pour le fondaparinux. À ma connaissance, il n'y a aucun service d'urgence prenant en charge les patients avant le service de cardiologie qui utilise le fondaparinux. Dans le ST+, c'est la Biva qui est en première place. Il y en a un petit peu, mais pour l'instant, c'est clairement pas non plus le traitement de référence du ST+, chez les patients pris en charge en préhospitalier. Alors, ça devrait le devenir parce que les SAMU français ont largement participé à l'utilisation de la bivalirudine dans le cadre de l'étude Euromax, étude classique, des patients avec un syndrome coronaire avec sus-décalage du segment ST, auquel, de façon tout à fait intéressante et innovante, dans une étude sur l'infarctus du myocarde, on a inclus ceux qui avaient le ST- en antérieur. Ils ont aspirine et un deuxième inhibiteur du récepteur P2Y12 s'était laissé à l'appréciation du médecin. Dans un groupe, ils ont la Biva, dans l'autre, ils ont le traitement classique, héparine ou enoxaparine, et éventuellement un anti-GP2B3A. Et sur le critère de jugement principal, qui est le décès, le saignement à J30, il y a clairement une victoire de la bivalirudine sur le groupe contrôle, ce qui devrait en faire prochainement le traitement de référence.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette victoire, elle est non pas liée à des réductions significatives de mortalité, mais elle est essentiellement liée ici à une réduction des saignements majeurs, et ce, quelle qu'en soit la définition. Vous remarquerez qu'il y a à peu près une diminution de 50% des saignements, et quand ce n'est pas significatif, c'est aussi probablement pour une raison de puissance, mais globalement, on a réduit de moitié les saignements. Ça a un prix, comme chaque fois, dans la balance bénéfice-risque. Le prix ici, il est symbolisé par cette image. Il y a une augmentation aussi significative des thromboses de stent, et plutôt des thromboses de stent précoces, événements rares, mais événements dont j'ai bien compris qu'ils faisaient hyper peur aux angioplasticiens. Ce n'est pas Jean-Philippe qui me démentira. Dernier point, je sors un peu du cadre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces traitements anticoagulants, ces traitements antiagrégants, n'ont d'intérêt que si on a reperfusé les patients qui devaient être reperfusés. Si vous avez un infarctus du myocarde, qu'on attend d'une part la troponine, et que d'autre part on lui donne que l'antiagrégant plaquettaire et l'anticoagulant, on n'a pas résolu son problème, et on a eu très peu d'impact sur la morbimortalité. Le challenge aujourd'hui, c'est la reperfusion coronaire. Et si on regarde les dernières recommandations, c'est un vrai challenge, parce que les patients que l'on voit tôt, qui sont ceux qui tirent le plus de bénéfices de la reperfusion coronaire, doivent être reperfusés dans les 60 minutes. Ces patients, on les appelle les early presenters, c'est les patients des 2 premières heures. Alors on s'est récemment, en Île-de-France, intéressé à ces patients. On s'y intéresse parce qu'on se dit, finalement, en Île-de-France, les distances sont courtes, les délais sont courts, et ce challenge des 60 minutes, il doit être atteint sans problème. Et c'est important parce que c'est 60% de nos patients. Eh bien, chez 60% de nos patients, voilà le pourcentage de délai dans lequel on arrive à faire l'angioplastie dans les 60 minutes, c'est 5%. Dans 5% des cas, seulement chez les early presenters, on arrive à l'objectif des recommandations. Alors, 90, est-ce qu'on y arrive? 40-45%. Ce qui veut dire qu'en Île-de-France, aujourd'hui, en 2000, les données s'arrêtent, c'est les données 2012, on n'arrive pas, et vous voyez qu'il n'y a aucune tendance qui soit très rassurante sur ces populations de early presenters, on n'arrive pas à atteindre l'objectif, et pour l'essentiel, les patients qui ont une coronarographie ne l'ont pas dans les délais des early presenters, et l'ont à peine dans les délais normaux de 90 minutes. Ceci pour dire qu'on est en train, diantre, et j'ai pas encore dépassé le temps, c'est pas pour ça. Tout ça pour dire qu'on est en train de se reposer. J'ai pas le droit à une deuxième essai, je pense. Celle-là? Ouais, mais c'est pas la même session. Ah, donc recommencer. D'accord. Tout ça, c'était pour dire que entre ces résultats de notre vraie vie, les résultats de l'étude STREAM, on s'interroge, y compris en Île-de-France, sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à, dans certains cas, une autre stratégie de reperfusion coronaire que l'angioplastie. Voilà, mais je l'ai fait. Et je reviens. Oui, non, mais c'est pas revenu, ça n'a pas marché. Comment c'est que ça revient? Tout à l'heure, elle m'a fait faire ça et ça marchait. Bon, je vais regarder. Bon, Jean-Philippe, ça marche pas non plus, donc j'aurais bien pris tes diapos sinon, mais. Il reste beaucoup de diapos? 4 ou 5, mais. On peut appeler à l'aide. Il n'y a personne dans la salle? À l'aide? Là, c'est comme tout à l'heure. C'est un vrai problème. Ouais. Ça saute et on ne peut pas remettre. Ouais, un escape. Un escape, des fois, marche. Ouais, une fois, mais... il faut cliquer une fois, paraît-il. Ouais. On va attendre 18. Bon, il ne reste plus que la conclusion, donc on peut peut-être anticiper, si je puis me permettre, messieurs les modérateurs, en recourant aux questions maintenant. Merci. Donc, c'était ça qui reste à vous présenter, la synthèse de tout ça. La synthèse de tout ça, c'est que, finalement, quand on regarde les dernières études publiées, je vous ai montré Euromax, je vous ai montré Stream, je peux vous montrer... je peux pas encore vous montrer, pardon. C'est pas si simple.
Excusez-moi, il faudrait peut-être... déjà tout à l'heure, on a eu beaucoup de soucis sur cette salle. Il y a peut-être un problème plus inhérent à la salle ou à la configuration informatique. On a déjà perdu un quart d'heure tout à l'heure. Si vous pouviez régler ça, ça serait bien pour les prochains intervenants. Alors, entre donc les études qui ont été publiées, les études qui vont l'être, la discordance qu'il peut y avoir entre les recommandations et les registres, et puis 3 autres points. J'ose plus appuyer trop parce que... La multitude de molécules, vous l'avez vu. Bon, je crois qu'il y a quand même un problème. La multitude d'intervenants, c'est vrai que nous, on intervient, le patient, il a son histoire, ses traitements, l'hôpital dans lequel il est suivi. Derrière, il va y avoir le cardiologue, plusieurs cardiologues potentiellement, l'angioplasticien, le cardiologue de la salle. Et puis ensuite, le patient, il est intégré dans une filière de soins. Et on ne peut clairement pas aujourd'hui, nous, initier un traitement sans se préoccuper de ce qui va se passer derrière. Et c'est ça ma conclusion, et c'est cohérent avec les recommandations puisque c'est une instruction qui figure dans les dites recommandations. Si je prends un département que je connais bien qui est la Seine-Saint-Denis, il y a 5 services de cardiologie plus des voisins qui reçoivent nos patients avec un syndrome coronaire aigu. On ne peut pas initier des thérapeutiques qui ne sont pas cohérentes avec l'aval de ces patients. Et la seule façon de le faire, quand on voit le nombre d'études, le nombre de possibilités de traitement qui s'offrent à nous, il faut absolument que ces stratégies thérapeutiques soient discutées, et soient discutées à froid, tranquillement, très en amont, pour qu'il n'y ait pas de problème au quotidien et à 2 heures du matin quand on prend en charge ces patients, parce que effectivement, aujourd'hui, le traitement anticoagulant et le traitement anti-agrégant plaquettaire, ça évolue extrêmement vite, et ce n'est pas si simple que ça de s'en sortir. Je vous remercie.